voilà, on va parler maintenant d'une société plus apaisée. Comment faire? Comment y arriver? Pendant la matinée, on a discuté plutôt, la radicalisation, la déradicalisation, la prévention. Et maintenant, on fait un petit pas en arrière pour regarder le panneau au sens plus large. Et je pense que j'ai la meilleure combinaison d'experts pour analyser cette question. Ici, à ma gauche, je vais regarder mes notes un petit moment. J'ai à ma gauche Karen Murphy, la directrice de l'ONG Facing History and Ourselves. Elle s'intéresse particulièrement aux pays en conflit, dans quelque sens, et on va discuter plus concrètement ce que ça signifie. Elle a travaillé déjà en Bosnie, Colombie, Mexique, Irlande du Nord, Rwanda, mais aussi dans des pays européens comme la France. Et voilà, je vais brièvement introduire les autres panélistes. Nous avons à gauche de Karen, Guillaume Denoy de Saint-Marc, le directeur général et porte-parole de l'Association française des victimes du terrorisme, qui s'occupe pas seulement de la mémorialisation des victimes, mais aussi d'un travail constructif dont on va parler dans quelques minutes. Et à la fin gauche du panel, nous avons Julien Oana. Il est associé fondateur du cabinet Alternego. Il est un expert en négociation. Et comme on va parler de conflits sociaux, d'intérêts divergents et comment trouver des solutions, je pense qu'il est idéal situé pour expliquer cela. Et last but by no means least, à ma droite, au moins géographiquement, nous avons Georges-Marc Benamou, qui est producteur de cinéma et journaliste. Il a travaillé pour le président Sarkozy, mais aussi avec le président Mitterrand à la période. Donc, voilà, nous avons très peu de temps. J'entends qu'il faut clôturer dans 15 à 20 minutes maximum. Donc, voilà, une petite ronde de questions pour la table ronde. Et après, s'il reste quelques minutes, je vais prendre une ou deux questions, mais on verra ça. Voilà, Karen, pourquoi Facing History and Ourselves? Pourquoi l'histoire? Ne parlons-nous pas plutôt du futur pour construire une meilleure société? I'm going to speak in English. Alors, je vais m'adresser à vous en anglais et je m'en excuse. Alors, on se focalise sur la prévention et sur la construction de la paix en travaillant avec le secteur éducatif. Ça veut dire former ceux qui travaillent avec des adolescents. Et on a parlé de la criticité de cette période, une période où les jeunes sont très vulnérables, mais qui sont très ouverts aux questions et leur capacité à juger, à critiquer et leur engouement est à fleur de peau à ce moment-là. Et donc c'est donc un moment de relation très spécifique entre les adolescents et le personnel éducatif. Et donc l'histoire à ce moment-là a un rôle important à jouer. Il faut comprendre quelles ont été les pulsions violentes du passé et pour apprécier les valeurs démocratiques, les outils, les comportements que l'on apprend au travers de la démocratie. Et les enseignants ne doivent pas être seulement des experts de leur matière, mais ils doivent créer des espaces de réflexion critique, de pensée critique, où on encourage les jeunes à réfléchir, à émettre des jugements, à parler de façon respectueuse des autres, à négocier, à convaincre. Et donc on commence nos travaux en France. On travaille avec l'AJC et également
également avec la FEV, une autre association française, et on travaille également dans le secteur formel de l'éducation, donc une association qui travaille à la sécurisation des espaces éducatifs. Merci. Avec Julien, et revenons à cette question de négociation. Donc, dans une société diversifiée comme les nôtres en Europe, bon, qui négocie avec qui et quel est le rôle central de la négociation comme procédure, comme méthode dans ce processus, dans cet effort d'arriver à une société plus apaisée? On entend ? Oui, c'est bon, impeccable. Eh bien, tout le monde négocie avec tout le monde en permanence. On passe un temps considérable à négocier au travail, à la maison, avec ses collègues, avec des fournisseurs, mais aussi effectivement, voilà, avec nos amis autour d'une table. La négociation est un processus de prise de décision à plusieurs. Et il est important aujourd'hui de changer les mentalités sur ces questions de négociation, d'arrêter de prôner le rapport de force ou l'approche par le droit de la négociation, mais aussi d'avoir une volonté de comprendre, d'intégrer l'autre dans une réflexion et une recherche de solutions au quotidien. Voilà. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec les entreprises, mais aussi avec la société civile, en travaillant par exemple sur les questions de médiation sociale, d'intervenir sur les questions interculturelles dans les quartiers, voilà. Oui, mais une petite question follow-up ici. Donc, si on discute le terrorisme dans notre société, on entend de temps en temps l'opinion que pas tout est négociable. Donc, qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Nos valeurs ne sont pas négociables, nos intérêts ne sont pas négociables, la manière de les satisfaire le sont. On doit rechercher des solutions créatives, des options créatives dans les négociations, mais sans tenter de négocier nos valeurs, justement en tentant d'éviter le compromis. Tout à l'heure, j'ai entendu des interventions parler de compromis, et justement, le compromis est une approche perdant-perdant de la négociation, et c'est pas ce qu'on prône, et c'est pas ce qu'il faut faire. Ok. Je passe à Guillaume Denoy de Saint-Marc. Dont l'Association française des victimes du terrorisme ne s'occupe pas seulement de, disons, honorer les victimes, aussi aider les victimes du terrorisme, mais aussi de contribuer à un meilleur avenir ensemble. Donc, comment ça se passe exactement ? Je dirais que ça vient assez naturellement, parce que notre tâche est d'arriver à rendre leur humanité, puis leur citoyenneté, et éventuellement rendre les victimes tellement résilientes qu'elles veulent s'engager dans la société pour une cause. Et la première question que posent les victimes, c'est pourquoi, comment, et plus jamais ça. Et dans le plus jamais ça, il y a une vraie volonté de pouvoir s'impliquer en tant que victime et voir de quelle manière on peut éviter les extrémismes et éviter que ça se reproduise. Et donc on essaye, à travers la reconstruction des victimes, et sur une base volontaire, dès lors qu'elles n'ont plus de demandes, et une fois qu'elles ont résolu leurs problèmes particuliers, leur rapport à leur propre histoire, qu'elles sont capables d'à nouveau avancer dans leur histoire, on leur propose de participer à une deuxième étape, qui est celle de montrer comment, de la position de victime, elles sont sorties de la position victimaire. Et ça, on essaie de le faire devant un certain nombre de publics. On le fait aussi bien en prison, devant des personnes radicalisées, devant des gens qui reviennent de Syrie, que dans des collèges, dans des lycées, je dirais, devant tout le monde. Et c'est vraiment un moyen... on parlait tout à l'heure, on parle souvent du problème du terroriste ou des extrémistes qui se voient toujours comme victimes. Ils ont une posture victimaire. Et cette posture victimaire justifie l'action qu'ils vont commettre. Et donc, en parallèle, ça permet d'avoir un choc narratif avec des victimes dans lequel on ramène de l'humanité. C'est des gens humains, c'est des gens qui racontent leur vie personnelle, elles ne donnent pas de leçons, elles ont une crédibilité pour parler du sujet puisqu'elles l'ont rencontré, et en plus elles sont lumineuses et elles sont heureuses dans la vie, ce qui est un peu, je dirais, un moyen de provoquer aussi les extrémistes. J'ai un de mes amis qui me dit, chaque fois que je rigole, j'ai l'impression de donner une baffe à un intégriste. Et on est vraiment dans cette démarche-là, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'une victime soit heureuse. Une victime doit être détruite. Or, on montre l'inverse. Certes, on a des blessures. Certes, on est passé à travers quelque chose.
mais on en a fait quelque chose de positif sans demander, sans passer par la case haine ou vengeance. On peut avoir eu de la colère qui peut être un moteur puissant pour avancer, mais pas de haine. Et le fait qu'on aille au-devant, je parle notamment de l'exemple le plus extrême, qui est quand on intervient dans des programmes de lutte contre la radicalisation en prison, ce qu'on a fait pendant 1 an. Le fait qu'on aille au-devant de personnes que tout nous oppose avec eux. On n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses, on n'a pas les mêmes valeurs, et pourtant, dans le respect, on est capable d'échanger, d'expliquer notre démarche. On leur pose des questions, on les écoute, on intervient. Le but, c'est de déconstruire leur vision très schématique du monde, dans lequel nous, victimes heureuses, on ne colle pas du tout. Et donc c'est un choc narratif qui permet de faire après venir des sociologues, des politologues, des experts en géopolitique, des experts en théologie, toutes sortes d'intervenants qui vont pouvoir aider à remettre de l'humain dans cette histoire et arriver à ce que chacun des détenus que nous traitons aille vers un projet personnel. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Bien sûr, il y en a plein qui sont dans la dissimulation. Il y en a certains qui nous ont même dit, qui disaient à leur avocat, j'ai réussi le programme, comme si c'était un challenge pour pouvoir avancer. Parce que je ne crois pas au mot déradicalisation. Sortir de la radicalité est toujours une démarche personnelle. C'est une démarche dans laquelle chacun doit travailler pour déconstruire ses idées, les mettre en opposition. Donc il faut apporter ce qu'on appelle le critical thinking, apporter des éléments qui permettent un début de travail qui sera ensuite fait par la personne elle-même. La seule personne qui peut déradicaliser quelqu'un, c'est soi-même. Par contre, on peut créer les éléments, on peut créer le mouvement pour que cette chose se fasse. Et tout ça, vous parlez de sérénité, il y a des échanges très violents, quelquefois, avec ces détenus, mais tout ça se fait quand même dans une certaine sérénité et un certain respect. Et je dirais qu'en finale, ils sont très impressionnés. Et ils viennent saluer les victimes en disant vraiment, vous m'avez appris quelque chose, ce qui est assez déstabilisant, même pour nous. Merci. Donc, Georges Marc, on a parlé beaucoup de l'islamisme, du djihadisme et de cette sorte d'extrémisme, mais dans le titre de notre conférence, on a aussi la récupération populiste en Europe. Donc, 2 sortes d'extrémisme. Moi, j'aurais des doutes. Est-ce qu'on peut comparer les 2 au même niveau ? Mais on va discuter ça. Mais question à toi. La cohésion sociale, au sens plus large, quel rôle est-ce qu'elle joue et comment peut-on arriver à un sursaut, comment transformer un sursaut du niveau intellectuel au politique parmi les forces politiques, les partis politiques? Je crois que c'est au fond toute la question derrière cette belle initiative dont je tiens à féliciter les organisateurs. Cette question du sursaut qui est enfin venue nous pose beaucoup de questions. Tout à l'heure, Monsieur Denoy de Saint-Marc disait il faudrait un sursaut tous les jours, tous les matins. On pourrait dire le sursaut, il est venu bien tard, il est venu 15 ans après le rapport Aubin, le livre remarquable de l'équipe de Bensoussan sur les territoires perdus de la République, 6 ans trop tard après Ilan Halimi, trop tard après Toulouse et Mera. C'est un peu le sentiment qu'on avait lors de cette manifestation monstrueuse qui était soi-disant un sursaut, celle du 11 janvier. Mais derrière les bons sentiments de la manifestation du 11 janvier, il y avait déjà une ambiguïté dont a parlé Birnbaum, dont ont parlé un certain nombre d'intervenants. Cette incapacité à nommer l'ennemi et le chantage à l'islamophobie qui déjà ce jour-là pointait, cet aveuglement des démocrates avec la théorie du pas d'amalgame, tout cela, ce sursaut, il n'est pas venu le 11 janvier, peut-être est-il là enfin après d'autres initiatives, après le printemps républicain, mais pour qu'il y ait un sursaut tous les matins, comme disait Denoy de Saint-Marc, il faudrait qu'on passe finalement d'une position, comme disaient les marxistes, d'une position humaniste à une position politique. C'est-à-dire que ce sursaut corresponde à un moment politique où les démocrates, les laïcs, les musulmans antitotalitaires,
totalitaires, les femmes des quartiers, les juifs, les francs-maçons, les féministes, les homosexuels, les hommes de bonne volonté tout simplement, ne souffrent pas à leur place. Ce qui s'est passé jusqu'à présent, une forme de communautarisation des souffrances, et que cela corresponde à une sorte de transcendance républicaine, qui pose des questions politiques, qui répondent à la question non pas du vivre ensemble, mais de la nation, de l'idée nationale, du sens de la France. Alors peut-être ce sursaut, comment s'il est arrivé ? On pouvait en douter. Pour reprendre ce qu'a dit Birnbaum, qui a pointé avec beaucoup de justesse les zones d'ombre dans la gauche française, qui est véritablement, et Keppel l'a rappelé aussi, fracturée sur cette question du différentialisme et de la laïcité. Réinventer, c'est cela poursuivre le sursaut, lui donner une traduction politique, réinventer une définition, un consensus français, non pas faire de la politique, mais installer cette clarification des valeurs, ne plus laisser de zone d'ombre et d'ambiguïté, donner des modes d'emploi juridiques peut-être à tous ces maires qui sont absolument perdus devant ces poussées communautaristes, et dénoncer clairement, comme on ne l'a pas fait, les Munichois ou les collabos, tous ces maires qui mènent, et on commence à le découvrir, y a-t-il des Molenbeek ou pas, mènent une politique communautariste. Bref, repenser la France que nous aimons, mais non pas cloisonner chacun de son côté, mais imaginez, comme on dit en France, un congrès d'épinay des antitotalitaires sur ces questions-là. Repenser, comme Renan l'a écrit et l'a dit en 1865, je crois, repenser la nation, c'est-à-dire ce que nous faisons ensemble, non pas sur des bases ethniques, non pas sur des bases religieuses, pour reprendre Renan qui n'a pas beaucoup vieilli là-dessus, mais sur des valeurs, et avec un plébiscite de tous les jours, ce sursaut, le plébiscite de tous les jours dont parlait Renan, c'est ce sursaut de tous les matins dont vous parlez. Et peut-être que ça pourrait commencer aussi, ce sursaut, par une interpellation des candidats à la future présidentielle sur un pacte laïque ou un pacte républicain, pour éclairer justement les zones d'ombre de l'extrême droite, de l'extrême gauche, de la droite et de la gauche. Ce mouvement, s'il doit se poursuivre, de se poursuivre bien sûr sur des bons sentiments, mais d'abord et surtout sur une base intellectuelle et politique. Donc, merci. Peut-être qu'il y a des commentaires des autres intervenants sur cette idée-là, évoquée par Georges Marc d'une interpellation des candidats au présidentiel. Karen. One comment I would make Moi, is j'aurais just un commentaire à everywhere faire. I work, Où for que young je people to be travaille, able to pour be les part of jeunes, that informed engagement and to ask those questions et means they need to be participer able à to cet participate engagement in that kind éclairé, of eh bien, discussion in their ça veut dire qu'il classroom. faut And qu'il that y ait is the space un lieu de that débat they learn en salle de civic classe. Et c'est là behaviors qu'ils and vont learn to apprendre un behave comportement civilly. civique And I think in order et for se them to comporter de see façon these questions of civile. the Et collective pour and eux, what Renaud means, pouvoir comprendre ce que veut dire le collectif, ce que veut dire ce qui a été dit Renan, eh bien, il faut qu'ils aient cette discussion entre eux déjà et que ça les intéresse plutôt que d'imaginer que le silence ou l'oubli est la solution. Les jeunes dans nos sociétés doivent être actifs. C'est déjà le cas et il faut qu'ils fassent partie de ce débat et de cet engagement. Thank you. Oui, et pour prolonger, je trouve que je travaille pour le Radicalization Awareness Network et on est en train de voir de quelle manière on peut faire un groupe de travail. Il y a 9 groupes de travail déjà, j'en dirige un sur on va dire la contre-narration, et on voudrait en faire participer des jeunes énormément là-dedans, et c'est vraiment cette jeunesse qu'il faut impliquer, mais ça veut dire aussi lui donner les bases, tous les éléments, et je dirais qu'il n'y a pas que la jeunesse. On intervient dans certaines villes, au sein de l'OPRAD, l'Observatoire de prévention de la radicalisation et du djihadisme, et on s'aperçoit, notamment dans une ville qui est la ville de Sarcelles, pour pas la nommer, où on a fait 4 journées de sensibilisation à l'ensemble des cadres et des volontaires de la ville. Et on s'est aperçu qu'il y avait un décalage énorme, que personne n'avait la même définition du djihadisme. Enfin, il y avait une méconnaissance, il y avait
une certaine angoisse aussi de certains intervenants parce qu'ils ne savaient pas comment répondre, ils n'avaient pas les outils pour appréhender le problème. Et en 4 journées, avec différents intervenants, on a pu leur donner une vision beaucoup plus précise du phénomène. On parlait de l'ennemi, c'est-à-dire l'ennemi a été désigné. Le grand problème, c'est qu'on ne désigne pas l'ennemi. Et c'est très difficile de lutter contre quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la première des choses, c'est d'abord de connaître l'angoisse, savoir contre quoi on se bat, et en l'occurrence c'est une idéologie, et ça passe par une éducation de la société qui pour l'instant n'a pas été faite et pour lequel le politique a des signaux contradictoires. Et là on a un vrai problème avec le pouvoir politique. Merci. Julien, très brièvement. Oui, il se trouve que nulle part on nous enseigne à nous comprendre les uns les autres. Dans les questions d'éducation, on ne nous donne pas les outils du dialogue dès le plus jeune âge à l'école. On nous apprend beaucoup de choses, mais pas celle de résoudre les problèmes et les désaccords entre nous. Et c'est aussi sur ces questions-là qu'il faut insister sur le plan politique. Parfaitement, merci. Donc, voilà. Nous avons temps pour 1-2 questions. Il y a une ici à droite, une deuxième peut-être par la personne, oui, ici au 3e. Et voilà. Il y a des micros, un micro ici, s'il vous plaît. Vous avez déjà ? Ça vient. Nous avons encore 5 minutes. Et s'il vous plaît, concentrez sur un point, un sujet. Est-ce que nous avons le micro ? Oui. Ici, dans le 3e. Ici. Voilà. Bonjour. Ce qui ressort de beaucoup d'interventions aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand flou identitaire, de repères au sein d'une partie de la jeunesse qui se tourne vers l'extrémisme. On évoque la laïcité comme réponse, qu'il faut insister sur les valeurs laïques. En France, il y a un modèle qui justement qui se dit universaliste et gomme toute différence, toute particularité au sein de la laïcité. Et il y a des questions autour de ça, parce que, par exemple, il y a des universitaires américains, ces jours derniers, qui ont fait un rapport qui montrait que c'était la France qui envoyait le plus de djihadistes en Syrie, et qui pointait précisément le fait que ça venait, d'après eux, de ce modèle laïque qui, finalement, empêchait toute discussion au sein de la société sur les questions d'identité. Merci beaucoup. Deuxième question, ici, en 3e rang. Vous pouvez passer ? Oui. Merci beaucoup du soutien technique. C'est pour monsieur. Et c'est la dernière question, malheureusement. Oui, voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis président de l'association Laïcité pour tous et je suis d'origine égyptienne. Moi, je suis venu aujourd'hui pour le sursaut, mais malheureusement, on est en train peut-être d'analyser ce qui se passe, mais on ne donne pas des solutions par rapport à ce que, après le 11 janvier, pas de solution, après le 13 novembre, pas de solution, après Bruxelles, pas de solution. Alors pourquoi on ne rentre pas au fond du problème et trouver, il y a une religion qui s'appelle l'islam, il y a malheureusement une partie de cette religion qui est mal interprétée par tout le monde. Il y a le courant que personne ne peut toucher, d'accord, mais il y a les hadiths de certains imams comme El Bukhari et d'autres imams aussi qui sont en train de rendre nos jeunes complètement incohérents de tout ça. Ok, merci. Donc, monsieur. Pourquoi les médias, pourquoi pas de leçons, pourquoi pas des imams qui expliquent ça? Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Donc, religion, laïcité, société. Georges Marc. Et je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur il y a beaucoup de lectures de la laïcité. Si elle est verticale et 19e, elle n'est pas intéressante. Il faut inventer une laïcité d'aujourd'hui. Je ne mettrai pas d'objectif parce que ça paraît toujours bizarre ou minorant la laïcité. Mais la laïcité, c'est le cadre commun dans lequel peuvent vivre les différences. Il faut quand même le rappeler. Deuxièmement, pour répondre à monsieur, et c'est pas la répression c'est pas la répression d'une religion. Ce qui est la doxa en Seine-Saint-Denis. Mon fils dans son lycée, un élève très bon élève, très intelligent, qui vient de Seine-Saint-Denis. Pour lui,
la laïcité, pour ces quartiers-là, c'est la dictature. Hein. Donc il faut opposer cela. Quant aux difficultés qu'on a eues, il faut dire aux hommes de gauche et aux hommes de droite un peu timorés que la France a eu ce même problème avec l'Église catholique il y a un siècle et 10 ans, et qu'il y avait face à cela des hommes de courage, qui a eu effectivement des violences, qui a probablement eu des morts, que ça s'est très mal passé en Bretagne, mais que la République n'a pas faibli. Merci. Il y a encore un tout petit peu de temps pour une intervention de vos côtés, non? Donc, j'ai entendu de la régie du... Ah oui, Karen. Vas-y. Je pense qu'il faut que les interventions multiples. Il faut toujours travailler sur la prévention et se focaliser sur la population qui a besoin d'un imaginaire qui les porte en France. Et il y a l'intervention de gens qui ont été radicalisés, qui se sont déradicalisés, mais je pense qu'il faut néanmoins toujours travailler sur la prévention. On ne peut pas travailler seulement sur la déradicalisation, sur la militarisation, sur la sécurisation. Merci beaucoup. Ça Donc, ne suffit pas. Encore une question, j'entends du côté de la régie. Oui, la dame au 5e, ici. Passez le micro, s'il vous plaît, à l'autre côté. Passez par les rangs. Voilà. Bonjour, je ne suis pas d'accord avec le fait que la laïcité, c'est le pot dans lequel on peut tout mettre. La laïcité, ça commence par liberté, égalité, fraternité. La liberté et l'égalité sont mises à mal par l'islam en particulier. Parce que le voile, par exemple, toute la partie visible de l'iceberg qui est extérieure, c'est fait pour soumettre la femme, c'est fait pour ne pas exciter les hommes. Donc, il y a un abandon immédiat pour les femmes musulmanes qui vivent en France de la liberté. Enfin, moi, j'ai jamais dit que c'était un pot où il fallait tout mettre. Hein. Voilà. Donc je pense que la laïcité, ça doit être comme une Bible ou un Coran, ça doit exprimer les valeurs qui sont à l'intérieur. Parce que les valeurs de la laïcité, ce sont des valeurs communes à tous, certes, mais qu'il faut nommer. Alors, je voulais demander l'avis des intervenants sur ce sujet. Merci beaucoup, madame, pour cette clarification. Donc, pour résumer, c'était un panel, une table ronde assez brève, je sais, mais pour résumer, voilà, se comprendre. Pour une société plus apaisée, se comprendre, négocier, entendre, c'est très important. L'éducation joue un rôle spécial dans ce contexte. Aussi, les victimes du terrorisme peuvent jouer un rôle clé dans cela. Il faut mobiliser pas seulement les ONG, mais aussi les partis politiques, peut-être les candidats au futur présidentiel, pour ce sursaut pour une société plus apaisée. Et à la fin, j'aimerais souligner, c'est la société civile qui doit travailler là-dessus, ensemble avec les autorités du gouvernement, avec les partis politiques. Et enfin, il faut éviter l'ambiguïté. Ça me semble très important. C'est peut-être le mot-clé de cette discussion aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation.